On va se contenter de ça. On va commencer très rapidement. Donc là, juste pour information, vous voulez me redescendre. C'est le dernier coup. Ça va, c'est bon. On va essayer. Je vois que vous êtes un peu moins nombreux. Bon. De toute façon, il nous reste juste un cours. Ce cours-là et l'autre. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez des examens? Encore, ça me concerne. Non, mais sérieusement, moi j'ai mon cours à terminer. Vous n'êtes pas obligé d'être là. D'accord? Je vous ai dit, le dernier cours, c'est mon cours de révision. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Si vous voulez être là, tant mieux. Non, je suis sérieuse là, écoutez bien. Si vous voulez être là, tant mieux. Si vous voulez, on s'arrête là. Il n'y a aucun problème. On va être là. Non, mais on a pris du retard. Vous savez, il y a monsieur Youssou qui avait commencé plus tôt que moi, parce que moi j'étais à l'étranger, je faisais des cours là-bas. Donc quand je suis revenue, il fallait que voilà, qu'on termine. Et là, heureusement, il nous reste ce cours-là et l'autre. Normalement, il nous reste 2 cours plus de la révision. Je ne suis pas censée faire la révision. Hein. Je ne suis pas censée la faire. Je le fais pour vous, d'accord? Pour que vous puissiez vraiment, qu'on puisse revenir sur des concepts, etc. Mais on peut s'arrêter aujourd'hui. Hein. Maintenant, j'ai une révision. Vous allez venir comme ça, vous allez les lire. C'est trop facile. Je vais vous poser des questions. Le cours prochain, je vais vous poser des questions. On va revenir sur ce que vous n'avez pas compris ou pas. Mais avant cela, on va prendre 1 heure pour terminer le cours. On va prendre 1 heure de révision, mais 1 heure avant pour terminer. Parce que je sais que je n'aurai pas fini aujourd'hui. Bon, tout ça c'est pour vous, hein, vraiment. J'aurais dû m'arrêter très tôt en disant, bon, mondialisation migratoire, je m'arrête là. Et après, je vous pose des questions sur la vie. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est, voilà, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, il n'y a aucun problème, c'est juste 2 heures. Hein. Vous venez le jeudi prochain, on essaie de prendre 1 heure. On va faire sur le Sénégal. Peut-être qu'on va essayer d'empiéter aujourd'hui, peut-être. Si on a le temps, on empiète un peu sur le Sénégal. Et après, voilà. Et après 1 heure de temps de révision, on se pose. Écoutez, s'il vous plaît, c'est important. On se pose des questions, des ping-pong, d'accord? Voilà, je vous pose des questions, vous répondez, je rectifie, etc. Comme ça, ça va vous aider pour l'examen. Parce que je n'ai pas encore fixé la date. D'accord? Je vais voir avec le secrétariat. En fonction. Qui l'a fixé? J'étais au courant déjà. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si mon fixé à je sais tout. Là, il faut que je vois le secrétariat. S'il vous plaît, parce que moi, il y a des informations qui m'échappent complètement. Écoutez, c'est important. Tu sais quoi? Le 23 juillet. D'accord. Oui. En fait, c'est les enseignements de master qui ont débuté. C'est pour cela, mais normalement, on avait cours jusqu'à l'examen devait se tenir au mois d'août. Normalement. C'est ça qui était prévu dans le calendrier. Ils ont changé la calendrier. Moi, je ne suis pas au courant. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer tranquillement nos cours. Aujourd'hui, on va essayer de finir le cours, d'accord? Maintenant, s'il me donne la possibilité de faire un rattrapage ou bien pour le jeudi prochain, je le fais. Si les cours s'arrêtent mardi, je m'arrête.
D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc là, le jeudi prochain, c'est juste un bonus pour vous. Si vraiment ce n'est pas possible, je le communiquerai à votre responsable, comme ça il vous dit qu'il n'y aura pas de cours. D'accord? Voilà, pour moi c'était juste une révision. Madame. Oui. Pardon? Vous pensez que j'ai déjà des révisions? Non, j'ai des cours de master. Voilà, les cours de master. Donc j'ai cours. Aujourd'hui j'ai cours l'après-midi, vendredi aussi. Donc samedi, j'ai pas cours. Et samedi c'est compliqué parce qu'il faudra qu'on revoie la régie, il faut qu'on reprogramme la salle. Donc voilà, et samedi je n'ai vraiment pas envie de faire cours. Bon, mais de toute façon, il n'y a aucun problème. S'ils décident de nous accorder le jeudi prochain, ceux qui peuvent venir viennent parce que c'est juste une révision. Ceux qui ne peuvent pas, il n'y a pas de problème. De toute façon, comme vous le voyez, à chaque cours, je reviens sur ce qu'on avait fait la fois dernière. Donc normalement, c'est juste un bonus. Je vais voir avec Joe si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on s'arrête là. D'accord? Donc du coup, on va commencer très rapidement puisqu'on s'arrête aujourd'hui. D'accord? Voilà. Alors, on n'accélère pas. Hein. On essaie de faire normalement les trucs. Donc ça, on l'avait vu. Donc on avait vu très rapidement les principales routes irrégulières, route de l'Est, route du Sud, route méditerranéenne. D'accord? On avait vu également les migrants africains interceptés sur les routes de la Méditerranée et de l'Atlantique. Ça, on l'avait vu. On a vu que les Maghrébins sont plus représentés parce que les autres, tout simplement, parfois ils ne donnaient pas leur passeport, mais parfois également, voilà, pour des raisons statistiques également, parce que ça, c'est les statistiques du Frontex. Et on avait regardé notre fameux documentaire, donc qui est sur la Guinée, les retournés. Donc on avait fait le point un peu parce que c'est un documentaire que je trouve très très intéressant. Et aujourd'hui, l'après-midi, je vais tourner les cartes que j'avais promis à votre camarade, donc vous allez en disposer. Donc je pense que ça pourrait vous aider, mais pas trop, parce que vraiment, moi je partirai soit sur une dissertation. Donc voilà, je fais une question pour disserter, comme ça je regarde quand le niveau de français aussi, comme je vous ai dit, je suis très indulgente sur les fautes. Donc ça c'était une information de passage encore. Ensuite, j'aimerais quand même qu'on regarde un peu ce documentaire-là, qui est très très important et qui va regrouper un peu ce qu'on a vu, mais sur l'Afrique, d'accord? Donc c'est l'immigration interafricaine, le dessous des cartes. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission. Voilà, il faudrait le suivre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent sur même la géographie. Hein. Ça s'appelle le dessous des cartes et c'est diffusé sur Arte. Parce que moi, l'essentiel des documentaires que je diffuse en cours, je les prends sur Arte. Donc c'est très bien de regarder cette chaîne parce qu'ils sont très objectifs par rapport aux données qu'ils donnent et par rapport surtout à l'information. Donc on va voir si c'est possible de le visionner très rapidement et après on revient faire le point comme on a fait la fois dernière. D'accord? Alors, vous m'excuserez une minute. Notre photo du jour nous emmène à Abidjan, la capitale ivoirienne, dans le quartier des affaires. Abidjan, carrefour économique de l'Afrique de l'Ouest francophone, avec ses 5 millions d'habitants et sa classe moyenne grandissante, symbole de l'attractivité économique du continent, très loin d'un imaginaire collectif occidental selon lequel les Africains ne rêvent que de fuir leur continent pour tenter leur chance en Europe.
déplace vers les pays africains que vers les pays européens. 80% des migrations s'opèrent aujourd'hui à l'intérieur du continent. Alors bien sûr, nous verrons, toutes ces migrations ne sont pas choisies. Selon Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières, depuis 2010, les Africains sont aujourd'hui 10 fois plus nombreux à tenter de traverser la Méditerranée. En 2016, l'Organisation des migrations internationales notait également que 93% des migrants arrivant par l'Italie sont désormais africains, surtout nigérians, 21,4%, érythréens, fuyant la dictature et le sous-développement, mais aussi guinéens et ivoiriens. Pourtant, il serait faux de croire à une grande migration des 1,2 milliard d'Africains hors de leur continent, qui, rappelons-le, compte 54 États aux situations très différentes. Alors on va regarder tout ça dans le détail. En 2015, on comptait 244 millions de migrants, soit 3,3% de la population mondiale. Un record selon l'ONU. Signe de la mondialisation, le nombre de ces migrants augmente plus vite que celui de la population mondiale. Parmi ces migrants, 32 millions sont africains, soit 13,4% des migrants mondiaux. 8,9 millions sont en Europe, chiffre important, mais qui ne représente que 1 migrant sur 6 dans l'Union européenne. 4,1 millions d'Africains sont en Asie, 1,7 million aux États-Unis et à peine 0,6 millions au Canada, 0,5 en Océanie et encore moins en Amérique latine. L'essentiel des migrants africains est en Afrique, 16,4 millions en tout, soit plus d'1 sur 2. Normal, explique l'Organisation des migrations internationales, la plupart des migrants choisissent d'aller vers des régions voisines. En Europe, cela vaut pour 53% des migrants, en Asie pour 82% et en Afrique, 87% des migrants étaient ainsi originaires d'un pays voisin. On l'aura compris, les migrations sont donc avant tout inter-africaines. Si ces migrations sont importantes, elles ne sont pas nouvelles. Pendant 3000 ans, l'expansion bantoue, partie du Cameroun, a structuré une grande partie de l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Puis, du XVIe siècle aux années 1860, les traites esclavagistes ont arraché 12 millions d'Africains de leurs terres pour les colonies européennes, des Amériques et de l'océan Indien. Enfin, la période coloniale a provoqué d'importants déplacements forcés vers les plantations, de Côte d'Ivoire notamment, pour fournir de la main-d'œuvre aux grands travaux d'infrastructure, comme 130 000 travailleurs du chemin de fer Congo-Océan, entre Brazzaville et Pointe-Noire, venus de toute l'Afrique équatoriale française, ou pour travailler dans les mines. À l'indépendance du Congo belge, les grandes régions d'extraction du Kasaï et du Katanga, par exemple, comptaient 1 habitant sur 4 né ailleurs qu'en Afrique. Alors à présent, on va regarder le nombre d'immigrants par pays, toujours en 2015. On note 2 grands pôles d'attrait. D'abord, l'Afrique du Sud, avec plus de 3 millions d'immigrés, puis à l'ouest, la Côte d'Ivoire, presque 2,2 millions, puis 3 pôles secondaires, au centre, le Nigeria, et à l'est, le Kenya et l'Éthiopie, avec chacun plus d'1 million d'immigrés. L'Afrique du Sud est l'un des moteurs économiques du continent, avec un PIB de 5 700 $ par habitant et de nombreuses mines de diamants et d'or. Ce riche pays a attiré en 2015 officiellement plus de 3,15 millions de migrants venus des pays voisins nettement plus pauvres, 475 000 du Zimbabwe, 450 000 du Mozambique, 350 000 du Lesotho et 133 000 de Namibie. Avec parfois des tensions, en 2008 et en 2015, des émeutes xénophobes contre cette main-d'œuvre à bas coût ont marqué le pays. Même enjeu pour la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, et ce depuis presque un siècle. Grande plantation, économie diversifiée, monnaie stable, relative stabilité politique. Entre 2012 et 2016, le pays atteint 9,2% de croissance annuelle moyenne, record d'Afrique, relativement aisé, avec un PIB par habitant de 1 400 $. Le pays attire de nombreux Maliens, Guinéens, Sénégalais et Burkinabés. Mais là aussi, on n'échappe pas à des débordements, surtout depuis les années 1970,
quand le concept xénophobe d'ivoirité est venu polluer la vie politique locale. Enfin, le riche Nigeria, première puissance économique du continent devant l'Afrique du Sud, est passé de 480 000 migrants en 1991 à 1,1 million en 2010. 74% étaient des voisins attirés par la rente pétrolière venus du Bénin, du Togo, du Ghana, du Mali et du Niger. Au Kenya, enfin, on retrouve des Ougandais, des Tanzaniens et des Éthiopiens, mais surtout des réfugiés, c'est-à-dire des migrants qui n'ont pas choisi d'être déracinés. Le Kenya gère 2 des plus grands camps au monde, Dadaab, à la frontière avec la Somalie, 300 000 réfugiés, et Kakuma, 200 000 réfugiés. La plupart a fui la Somalie, où l'État s'est effondré, et reste secoué au sud par le groupe islamiste des Shebab. 92 000 arrivent du Soudan du Sud, ravagé par une guerre civile. Vous voyez ici le camp de Kakuma, créé par le Haut-Commissariat aux réfugiés en 1992. Il devait initialement accueillir 125 000 personnes. 25 ans plus tard, plus de 200 000 réfugiés s'y entassent toujours, dans des conditions de vie plus que précaires. Enfin, l'Éthiopie sert elle aussi de pays refuge, surtout aux Somaliens, aux Érythréens et aux Sud-Soudanais et Soudanais. Alors à présent, on va s'intéresser à une troisième question. Donc là, vous voyez que ça résume un peu ce qu'on avait dit au début du cours concernant l'Afrique, que l'essentiel de la migration africaine se déroule en Afrique, elle est intra-africaine. Et tout le monde fait le reportage là tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez retenu aussi? Quelle est la spécificité de cette migration aussi intra-africaine? Oui? Et les ressources économiques? Ou bien, oui? Oui? Sources économiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Les motifs économiques, déterminants économiques, tu veux dire, c'est une migration économique. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Quels sont les grands pôles migratoires là qu'on vient de regarder? On vient de voir. Oui? L'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, Kenya. En fait, c'est des données de 2015, ça a évolué. Hein. Il y a le Ghana qui s'est rajouté et le Sénégal. D'accord? Voilà, c'est des données de 2015, c'est pour ça. Entre-temps, les choses ont évolué, bien sûr. Mais ça, c'est les pôles qui restent. Hein. Mais il y a d'autres pôles qui se sont rajoutés. Il y a surtout le Ghana qui s'est rajouté. D'accord? Le Sénégal qui vient en dernier. Oui? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est la migration régulière. D'accord? Qui est notée. D'accord? Qui a été chiffrée. Mais sans compter la migration irrégulière, ce qu'on n'arrive pas à compter et qui circule. Parce que ce qu'il faut comprendre, les frontières sont poreuses en Afrique. Donc les gens peuvent aller d'un pays à un autre sans être comptabilisés. Là, c'est ceux qui sont comptabilisés. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Quelle est la spécificité que vous avez vue? Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, il y a une spécificité aussi de cette migration. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui? Des migrations sous-régionales dans l'espace CEDEAO. C'est pas que l'espace CEDEAO, hein. Il y a la SEMAC, il y a également la migration au sud. Donc, c'est pas que l'espace CEDEAO. L'espace CEDEAO, c'est l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Il y a l'Afrique de l'Est également, il y a l'Afrique du Sud. Donc, il n'y a pas que ça. Oui? Oui? Oui. C'est une migration transfrontalière généralement. D'accord? Ça se déroule en fait avec les pays voisins. Par exemple, si vous voyez l'essentiel des migrations en Côte d'Ivoire, ils viennent du Sénégal, du Mali, du Burkina, de la Guinée, parce que c'est des pays voisins. Vous voyez la migration au Kenya, ça vient d'où? Au Soudan. Du Soudan, Somalie, de l'Éthiopie. Vous voyez, l'Afrique du Sud, ça vient d'où?
de Lesotho. Oui. Du Zimbabwe, de l'Ouganda, et Mozambique un peu plus loin. Donc vous voyez, l'essentiel, si vous voyez, l'essentiel de la migration se fait de manière transfrontalière. Donc nos frontières sont plus ou moins poreuses en Afrique. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et 80%, on l'a vu, 80% de la migration africaine se déroule au sein du continent. Par rapport à 53% en Europe, vous voyez. Donc, et combien en Asie? Qui l'a retenu? Combien en Asie? Est-ce que vous prenez note? Combien? Combien? 4,1. Aux États-Unis, oui. Prenez des notes. Parce que ça, c'est important. En fait, les documentaires que je donne, c'est un complément du cours. Parce que c'est pour aller beaucoup plus vite que vous. Parce que là, c'est beaucoup plus parlant quand vous voyez des images, etc. Au lieu que je vous explique. Donc, vous voyez. Donc, ça vient en complément à notre cours. Donc, vous voyez, et les plus importants, aussi bien en Asie, 16, 53 en Europe, mais également en Afrique, où plus de 80% se déroulent à l'échelle intra-africaine. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à cette migration? Elle est économique, elle est transfrontalière. Oui? Elle est aussi involontaire. Comment dire, le Kenya reçoit en majorité des migrants involontaires, comme des réfugiés. Exactement. Il y a également un afflux de réfugiés. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? C'est pas grave. Bon. Donc, il y a également l'immigration forcée. Qui dit forcée, on l'a vu, d'accord? Donc, qui dit forcée, dit ça répond à plusieurs critères, d'accord? Ça peut être du fait des persécutions, des catastrophes naturelles, etc., d'accord? Donc, du coup, vous voyez, il y a le camp le plus important qui se trouve, les camps de réfugiés les plus importants, 2 camps de réfugiés au Kenya, d'accord? C'est quel camp? Est-ce que vous avez noté? Dada, et quoi? Le camp de Kakuma. D'accord? C'est l'un des camps, les 2 camps les plus importants qui accueillent plus de 300 000 réfugiés. D'accord? Donc, vous avez des camps qui s'installent et qui représentent toute cette migration plus ou moins contrainte, d'accord? Et qui se déroule à l'échelle du continent africain. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est une migration économique d'une part, mais c'est une migration également involontaire. D'accord? Une migration plus ou moins forcée pour des raisons climatiques, d'accord? Forcée pour des raisons aussi. Quelles raisons? Oui? Pour des raisons surtout politiques. D'accord? Et quoi encore? Pour des raisons climatiques, politiques, oui? Sécuritaire, oui? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Politique? Pour des raisons également existentielles, de survie tout simplement. D'accord? Donc, on voit bien que c'est une migration intra-africaine, mais c'est une migration à 2 volets. Volet économique, mais également pour des déterminants économiques, mais également pour d'autres déterminants, une migration involontaire. D'accord? Vous avez les différents pôles. On a énuméré les pôles les plus importants, vous l'avez vu. D'accord? Mais également, il y a un nouveau pôle, il y a 2 nouveaux pôles qui viennent s'ajouter dans les données, je ne dirais pas du Frontex, mais de l'OIM, parce que Frontex a été démenti, vous voyez au début du reportage. Frontex dit que l'essentiel des Africains vont en Europe, alors que c'est faux. C'est ce qu'ils essaient de montrer en disant que l'essentiel des Africains, ils s'installent en Afrique. D'accord? Donc il y a toute une dimension de manipulation également que fait le Frontex. Le Frontex, c'est quoi encore? L'Agence européenne des gardes-frontières et gardes-côtes. D'accord? Qui a été créée en quelle année? 2005. Ok. Donc on va le prendre pour voir un autre volet également de cette migration. Ceux qu'on appelle des déplacés internes. Ils ont été sortis de leur domicile, mais sans quitter leur pays, donc sans bénéficier de la Convention minimale de l'ONU pour les réfugiés. L'Afrique abrite plus du tiers des 40,8 millions de personnes déplacées internes de la planète,
selon le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est-à-dire plus que les déplacés en Syrie et en Irak. Les plus nombreux se situent au Soudan, 3,2 millions, et au Sud-Soudan, 1,7 million, du fait des guerres civiles et des sécheresses qui y sévissent. Au Nigeria, 2,1 millions de déplacés internes, le nord étant ravagé par la secte Boko Haram. Enfin, en République démocratique du Congo, 1,5 million en raison des bandes armées de la région des Grands Lacs et des grands travaux publics ou privés, et en Somalie, 1,2 million. Face à l'intensification des conflits et l'augmentation des catastrophes naturelles, l'Union africaine a dû réagir. Historique, la Convention de Kampala, ratifiée à ce jour par 27 pays, oblige les États à protéger et porter assistance à leurs déplacés internes, quelle que soit la cause de leur déplacement. L'Ouganda, élève modèle et premier État ratificateur, a ainsi développé une remarquable politique d'intégration locale et de relocalisation de ses déplacés. En 2008, la quasi-totalité des camps de déplacés du nord du pays ont ainsi pu être fermés. Soulignons cependant que des pays aussi concernés que le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, la Somalie, l'Afrique du Sud n'ont pas ratifié la Convention et que ces moyens pour les programmes d'assistance restent très insuffisants. Au Kenya, pays non signataire, c'est la société civile qui s'est mobilisée pour aboutir à une politique nationale de défense des déplacés internes. Alors, quel est l'avenir des migrations en Afrique? À cause du changement climatique, ces migrations vont s'intensifier dans les années à venir. En effet, le réchauffement risque d'aggraver le sort des populations du Sahel et de l'Afrique subsaharienne, soumises à la désertification et aux catastrophes naturelles, avec pour conséquences, selon le Programme des Nations Unies pour le développement, des baisses de la productivité agricole de la Mauritanie à la Somalie, une hausse de l'insécurité alimentaire liée à la raréfaction de l'eau, comme au Niger, des possibles conflits, par exemple entre éleveurs et agriculteurs au Sud-Soudan, ou encore la hausse des maladies endémiques, notamment du paludisme et de la dengue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, du fait du réchauffement climatique, le paludisme pourrait tuer 60 000 personnes supplémentaires par an entre 2030 et 2050. Enfin, il y a l'argent gagné à l'étranger et renvoyé chez eux par les migrants, ce qu'on appelle les rémittances. En 2014, ces rémittances représentaient ainsi un quart du PIB du Libéria, 20% de celui des Comores et de la Gambie, 18% du PIB du Lesotho, 10% du PIB du Cap-Vert, soit plus que les aides publiques au développement, de quoi encourager les familles à envoyer des migrants à l'étranger. On l'aura compris, il y a donc un double mouvement qui n'est pas prêt de se tarir. D'après les Nations Unies, à la moitié du siècle, la population africaine passera de 1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards, soit un quart de la population mondiale. En 2050, le Nigeria, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie feront partie des 10 pays les plus peuplés au monde, avec respectivement 400, 190 et 165 millions d'habitants. On l'aura compris, la tendance va rester aux migrations à l'intérieur du continent africain et en dépit des tentatives de départ vers l'Europe, qui seront de plus en plus vouées à l'échec avec des politiques migratoires vraisemblablement de plus en plus strictes. Et pour aller plus loin, Migrations en Afrique, un regard neuf, le titre du numéro 81 de la revue Politique étrangère, sous la direction de Thierry de Montbrial, paru au printemps 2016. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On défile sur la semaine prochaine, même endroit, même heure, et ici la terre, sous la direction de Thierry de Montbrial, paru au printemps 2016. Juste pour vous regarder, parce que c'est Sous la direction de Thierry de Montbrial, paru au printemps 2016. Ainsi s'achève ce vous avez pris. nouveau
Donc je vous l'enverrai avec les cartes, comme ça vous voyez juste la couverture exacte du bouquin. Comme ça vous regarderez, je l'enverrai ce soir. Comme ça vous aurez tous les éléments. Si ça vous intéresse, surtout ceux qui vont en master, c'est beaucoup plus parce que c'est un bouquin qui parle vraiment de la migration intra-africaine, mais surtout les facteurs de changement climatique, etc. Ça interroge beaucoup d'aspects. Donc ce que ça intéresse. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça parce qu'il y a toute une bibliographie à regarder, mais ça c'est beaucoup plus pour le master. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous ayez une culture générale vraiment sur l'Afrique, une culture générale des migrations, mais surtout une culture géopolitique. Parce que quand vous irez faire peut-être la dissertation, il faudrait argumenter. Peut-être que vous prenez les exemples que je prends, moi, et que vous suivez le cours, moi ça me suffirait, ou bien vous prenez d'autres exemples. D'accord? Il n'y a aucun problème par rapport au bouquin. Qu'est-ce que je voulais dire et qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Vous pouvez le regarder encore. Hein. Voilà, si vous allez sur Arte, vous avez le titre qui est là. Vous pouvez regarder aussi sur votre smartphone après. Donc, vous pouvez même regarder les retourner pour vraiment vous enquérir des déterminants de la migration. C'est une façon également d'apprendre. Moi, j'apprends beaucoup par l'approche filmique, voilà, par l'approche par les podcasts. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, par exemple, sur la migration, même sur l'aménagement, l'urbanisation. Quand vous faites des cours, vous pouvez aussi écouter des podcasts parce que des scientifiques qui débattent des notions, des théories. Donc voilà, vous pouvez regarder via podcast ou bien en vidéo. Donc là, vous avez la référence qui est là. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Donc là, vous avez le premier reportage qui est là, vous l'avez, les retenez. Donc si vous voulez en retenir, vous pouvez le regarder, c'est 24 minutes, et l'autre c'est 10 minutes. Donc vous avez les blagues qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le dernier élément là? Vous avez retenu? Sud-Soudan et le Soudan. Regroupe plus de déplacés internes de tous les classés. Liés au conflit au Soudan et au Sud-Soudan. Et tout à fait. Les crises politiques que traversent le Soudan. Mais ce n'est pas que le Soudan et le Sud-Soudan. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le Nigeria, oui. Il y a la République démocratique du Congo, la Somalie. Et qu'est-ce qu'on peut dire des déplacés internes? Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui? De la raréfaction alimentaire, des ressources. D'accord? Ce n'est pas que alimentaire, hein? Il y a beaucoup de ressources qui se raréfient. D'accord? Il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut dire? Du concept de déplacé interne, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Oui? Pour des raisons climatiques, oui. Une intensification des migrations pour des raisons climatiques, c'est clair, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui? La convention de Kampala, oui, qui a été ratifiée par combien de pays? 27, oui. Il y en a qui ne l'ont pas ratifiée. On va revenir sur la convention de Kampala, mais qui ne l'a pas ratifiée? La RDC, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Soudan, parce qu'en réalité, c'est des pays qui regroupent le plus de déplacés internes et qui ne l'ont pas ratifié. Donc ça veut dire que c'est une convention qui bat de l'aile, on va dire ça comme ça. Donc la convention de Kampala, c'est une convention qui a été ratifiée suite à l'intensification vraiment des migrations internes, d'accord, au sein de l'Afrique.
Qui dit des pays dit déplacés internes dans un même pays. D'accord? C'est différent d'un migrant international qui traverse une frontière. C'est ça la différence que je voudrais faire. Parce que non seulement en Afrique, on a une intensification des migrations liées à des facteurs économiques, des migrations internationales d'un pays à un autre, mais on a également une intensification des migrations internes. D'accord? Et qui dit migration interne, dit migration à l'intérieur d'un même pays. Mais qui dit déplacé, dit migration interne forcée. D'accord? C'est des déplacements plus ou moins forcés. Ça peut être forcé pour des raisons climatiques. D'accord? Vous l'avez vu, il y a beaucoup de déplacés climatiques, parce que liés à des catastrophes naturelles, liés également à une conjoncture, à des variabilités climatiques qui jouent également sur l'agriculture, c'est ce qui s'est passé en Somalie. D'accord? Mais pas que. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Par exemple, au Nigeria, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit là tout à l'heure, au Nigeria. Oui? Oui? Oui. Non, pas au Nigeria. C'est pas ce qui s'est passé au Nigeria. Oui? Il y a eu Boko Haram. D'accord? Il y a eu des conflits, on va dire ça interethniques, mais non seulement interethniques, mais interreligieux. Parce que Boko Haram, c'est ça, hein? On va dire c'est l'aile islamique. D'accord? Plus ou moins, je n'aime pas le mot terrorisme parce que c'est les Blancs qui l'ont inventé pour justifier je ne sais pas quoi. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des insurrections liées à des mouvances islamiques, donc qui jouent sur cette région-là et qui étaient à l'origine d'un déplacement de plusieurs villages vers le sud, d'accord, du Nigeria. Donc il y a eu des déplacés internes. Et qui dit déplacés internes aussi, dit par exemple, on les déplace non pas pour les amener dans des villages ou bien dans des communes ou bien dans autres, mais on les déplace dans des camps. D'accord? On les déplace dans des camps. C'est pour cela la convention de Kampala qui vient à son heure a été signée pour essayer de protéger ces gens qu'on déplace. Parfois, on les déplace, on dit déplace interne, mais on les déplace à la frontière. D'accord? C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de conflits. L'autre, il y a un de vos camarades qui en parlait la fois dernière, mais sous un autre angle, il parlait du conflit entre le Nigeria et le Cameroun, je ne sais plus qui l'avait évoqué. Mais il y a eu des conflits entre le Nigeria et le Cameroun liés à plusieurs facteurs. D'abord, des facteurs socio-historiques qui datent de longtemps, durant par exemple, l'érection, on va dire, de la frontière, parce qu'il y a eu des îlots que le Cameroun a été, on a octroyé au Cameroun, d'accord? C'était les États-Unis, mais également l'Angleterre qui l'avait octroyé. Les États-Unis, c'est plus tard, mais c'était l'Angleterre qui était en avant avec les Allemands qui l'avaient octroyé au Cameroun, mais les Nigérians se sont accaparés de ces îles-là. D'accord? C'est des îlots de 21 villages, je pense. Voilà, c'est toute la région de Dakar. Après, il y a eu le problème avec le Bakassi. Donc, c'est toute une grande région également de Bakassi, zone olifère, pétrolière, etc., qui a été accaparée par les Nigérians, alors que l'administration coloniale l'avait cédé aux Camerounais. C'est juste qu'en 2006, quand le Cameroun a saisi la Cour pénale internationale, qu'on a intercédé, qu'on a donné, on a octroyé, encore réoctroyé les terres au Cameroun. Mais ce qui s'est passé, c'est que les populations bacassiennes du moins, mais également des îlots, ont refusé, parce qu'ils se sont installés depuis des années, d'accord, depuis une cinquantaine d'années, ils étaient dans ces terres-là. Donc eux, ils ont refusé carrément et se sont formés en groupe armé. C'est pour cela qu'on dit que le conflit est terminé depuis 2006, mais c'est des conflits qui perdurent au sein de la frontière. Imaginez des déplacés qui sont déplacés dans ces zones-là, déjà de conflits qui datent de 40 ans, 50 ans, on déplace des populations là-bas, voyez la poudrière que ça produit. Donc c'est ça qui se passe dans les frontières, que ce soit la frontière nigéro-camerounaise, mais également la frontière également avec le l'Érythrée et la Somalie, la frontière même également avec le Burkina, aussi avec le Soudan. Donc c'est ça qui se passe. En fait, on déplace des populations sur des zones qui sont déjà en conflit depuis des millénaires, ou bien voire un demi-siècle de conflit. Donc c'est ce qui se passe en Afrique. Le problème, il est sous-jacent.
D'accord? On vient, déjà il y a des problèmes internes au pays, on vient aussi rajouter des problèmes liés à des migrations. Donc, les migrations interviennent sous de plus en plus de conflits. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ça intensifie. Ce qui s'est passé également en Afrique du Sud. Le problème de l'Afrique du Sud, ce n'était pas lié à la migration. D'accord? C'est après que les migrants, du fait également que la population noire se sent reléguée au second plan, quand les migrants s'y sont ajoutés, ça a créé des tensions xénophobes. D'accord? Donc, la migration, en fait, revient comme un bouc émissaire qui s'ajoute à des tensions qui existent déjà dans ces pays-là. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est ça le problème de l'Afrique. Déjà, on a le problème de la porosité des frontières, de l'artificialisation de nos frontières liées à l'héritage colonial. Déjà, les frontières ne sont pas fixes. Et en dehors de ça, et en plus, on va dire de ça, il y a des migrations qui se jouent à l'échelle transfrontalière. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça fait en termes on va dire, de cocktail, de tensions, de conflits, etc. Et c'est ce qui se passe dans toutes les frontières, on va dire, africaines. D'accord? Mais la frontière la plus ou moins, c'est la frontière entre le Mali et le Sénégal. On voit que comme c'est des pays plus ou moins voisins, il y a des relations séculaires liées on va le voir peut-être si on a le temps à des navetales qui existaient depuis la période coloniale. Même également quand on parlait de la migration liée par exemple, à l'Empire du Mali, donc quand on partageait la Confédération, juste après. Donc tout ça a fait que des liens historiques se sont tissés entre nous et à l'époque et le Royaume du Mali. Donc il y a eu ces migrations-là qui se sont créées et nos peuples se sont placés. Donc, sous fond également de communion, sous fond également socio-culturel, il y a des migrations transfrontalières qui se passent plus ou moins de manière, on va dire, plus ou moins limpide. C'est ce qui se passe également à la frontière sénégalo-gambienne. Malgré qu'on a eu des tensions en 1982 avec l'éclatement de la confédération qu'on a eu avec la Gambie, la confédération sénégalo-gambienne qui a éclaté en 1982, malgré tout ça, on a eu des relations plus ou moins apaisées avec la Gambie. C'est pour cela, malgré les tracasseries avec la Syrie qu'on peut vivre quand on traverse la frontière pour aller en Gambie, pour le reste, les gens vont et viennent entre la Gambie et le Sénégal, il n'y a aucun problème. D'accord? C'est ça qui se passe également dans d'autres frontières. Si le fonds culturel commun se passait très bien avant même la colonisation, après la colonisation, normalement, ça se poursuit. S'il n'y a pas de conflit interne qui s'y rajoutent des résurgences et qui font de la migration un bouc émissaire. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de raconter? Je brosse le tableau, parce que si on comprend pays par pays, on verra que la migration dans ces pays-là intervient dans un contexte parfois de conflit, sous fond de conflit. Dans tous les pays où il y a des conflits, par exemple au Sud-Soudan, il y avait le conflit du Darfour au Soudan depuis longtemps, entre les Fous et les Indiens. Donc il y a eu ce conflit-là interethnique qui existait avant. La migration aujourd'hui s'y est rajoutée, le camp des réfugiés est venu intervenir dans un contexte de conflit déjà. Ce qui se passe également au Sud-Soudan, c'est pareil. D'accord? Il y a eu des conflits liés à des milices, à des armées. Des milices plus ou moins qui ont été armées, que ce soit par la Chine ou bien par la Russie, mais également par l'Occident, qui, voyons-le, n'enlève jamais sa main des conflits qui existent, même si on parle de conflits interétatiques. Il y a toujours la mainmise parfois de l'Occident en termes de fourniture d'armes, de munitions, ou bien en termes de soft power, c'est-à-dire une diplomatie plus ou moins douce, sous forme aussi d'embargo, etc., pour pouvoir délimiter ou pouvoir s'ingérer dans les conflits, parce qu'ils ont des intérêts plus ou moins économiques, que ce soit lié. Parce que si vous voyez tous les pays, que ce soit le Soudan, l'Érythrée, d'accord, le Nigeria, ou si vous voyez même le Cameroun, etc., tous ces pays-là, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là ont eu des conflits internes liés, par exemple, à des conflits sous fond ethnique, mais également sous fond on va dire, politique. Mais si vous voyez tout au fond, il y a toujours la même histoire de la France ou bien des puissances étrangères, parce qu'il y a des enjeux économiques qui se jouent aussi. D'accord? Ils sont toujours là à s'ingérer en douce, à fournir des armes, à fournir des munitions, ou bien à s'imposer pour faire des embargos, etc. Vous voyez? Donc, pour dire que la migration, disons-le, au pays s'inscrit
aussi dans un contexte géopolitique qui est compliqué, sous fond de conflit, mais également de tensions à l'échelle des pays. Donc c'est ça qu'il faut comprendre également de la migration intra-africaine. La migration intra-africaine, si on prend l'échelle de la CEDEAO, la migration se fait dans un espace où on a des héritages. On a des héritages socioculturels qui sont là, qui datent de très longtemps, mais également on a des héritages politiques. D'accord? Des héritages politiques issus de la colonisation, qui a été à l'origine dès 1885 du partage. On ne va pas dire du partage de l'Afrique, je n'aime pas ce mot-là, mais surtout de l'érection des frontières. D'accord? On parle d'artificialisation des frontières, mais c'est des frontières qui sont bien réelles aujourd'hui. D'accord? Malgré le va-et-vient des populations d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Mais c'est des frontières qui sont là. D'accord? Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, la migration intra-africaine, elle est là, elle est bien vivante, elle est dynamique, mais elle se fait sous fond parfois de tensions liées à beaucoup de facteurs dans plusieurs pays. Donc les migrants ne sont pas à l'abri d'être des boucs émissaires face à des problèmes socio-culturels ou sociopolitiques qui existaient déjà avant eux. Et je vous ai donné l'exemple de l'Afrique du Sud, mais aussi l'exemple de la RDC, c'est ce qui s'est passé. La RDC, depuis très longtemps, parce que la RDC, qu'est-ce qui se trouve en RDC? Quelles sont les ressources du Congo? Oui. Oui. Il y a le diamant. Oui. Il y a beaucoup de ressources au Congo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? Le cobalt. Oui. Il y a le coltan. Il y a l'uranium. Il y a également quoi? Le cacao. Il y a du fer. Il y a du bauxite. Cacao. Cacao, RDC. Peut-être, hein, mais non, moi j'en sais rien. Cacao, je connais la Côte d'Ivoire. Il y a également le diamant. Il y a le diamant, surtout le diamant comme l'a dit votre camarade, mais également il y a d'autres ressources qui sont là, qui pendant longtemps, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle se déplace? Qui pendant longtemps ont été détenus par les Belges, d'accord? Par les Belges qui ont semé la zizanie. Il y a également le pétrole, d'accord? Donc, toutes ces ressources-là sont aujourd'hui exploitées par des puissances étrangères, que ce soit belges, mais pas que. Il y a les Indiens, il y a les Américains, il y a surtout aussi les Français, d'accord? Donc, tout ce beau monde-là s'insurge. Je ne veux pas que la paix règne dans ces pays-là, parce que sinon, ils ne pourront pas gérer les intérêts. Donc, vous voyez, sans compter que ces puissances-là, au lieu de collaborer avec l'État central, collaborent avec les milices, les rebelles. Donc, il y a toujours des conflits armés, des rebelles, etc. Il y a ce qu'on appelle le Futuma. Donc, c'est des gens des rebelles qui s'installent, par exemple, qui indulgent dans toute la région nord. Moi, je faisais des enquêtes à Rabat. J'ai rencontré des gens venant de la RDC. Je vais vous expliquer un peu, je pense, avec le statut de réfugié au Maroc. Donc, ils sont des réfugiés au Maroc, mais le problème, c'est que le royaume chérifien ne les reconnaît pas. D'accord? Ne les reconnaît pas tout simplement parce que c'est des réfugiés qui n'ont aucun droit. D'accord? Alors que le Maroc a bien ratifié la Convention de Genève. Mais seulement, il n'est pas en application. D'accord? Donc, ces gens-là sont dans le mini, d'autant plus qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas aussi, comme ils ont été déjà, on leur a accordé l'asile au Maroc, ils ne peuvent pas aussi demander l'asile en Tunisie ou bien en Algérie. D'accord? Mais ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent rien faire. Ils reçoivent l'aide du HCR seulement. De l'UNHCR, c'est le Haut Commissariat des réfugiés. D'accord? Qui les aide par des billes, ce qu'on appelle des billes, etc. Qui leur aident un peu à se nourrir. Tout ça pour dire que, voilà, les Congolais, le pays est riche aujourd'hui, mais c'est le pays qui envoie le plus de réfugiés au monde, en Afrique du Nord. D'accord? En dehors du Moyen-Orient, etc. Mais c'est le pays d'Afrique qui envoie le plus de réfugiés aujourd'hui. C'est la République démocratique du Congo, d'après les données de l'OIM de 2021. D'accord? Donc, je vous explique tout ce tableau-là, je le brosse très rapidement pour vous montrer la complexité vraiment des migrations intra-africaines. On pourrait parler des heures et des heures sur chaque conflit, sur chaque pays,
sur la malgouvernance, on va en revenir. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est juste pour comprendre le contexte. Il faut évoquer également un autre paramètre concernant la migration sur la vidéo. Est-ce que vous avez retenu? Oui? Les organisations. Si la convention de Kampala n'est pas appliquée, d'accord, ça c'est en République démocratique du Congo. Donc ça n'était pas appliqué, mais c'est les OES, les organisations de la société civile qui se sont emparées de la question pour aider, pour protéger les déplacés internes. Mais qu'est-ce qu'on a dit aussi? Ils ont parlé de quel mot? Ils ont bien écrit. Les remittances. C'est quoi les remittances? Ils l'ont franchisé, hein, mais c'est remittances, c'est en anglais, mais en français, c'est juste les envois de fonds. D'accord? Les envois de fonds. C'est ce qu'on appelle le remittances en anglais. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces envois de fonds-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Les migrants participent au développement du pays. Mais plus que ça, quand même, ils ont parlé de Comores, ils ont parlé de Cap-Vert. Oui, c'est un facteur déclenchant de migration, mais pas que. Ils ont parlé quand même d'un phénomène assez important. Oui? Oui. En fait, que les envois de fonds, parfois, ils sont plus importants que l'aide publique au développement. Dans plusieurs pays, que ce soit le Cap-Vert, le Comores, etc., la migration est tellement, les envois de fonds sont tellement importants qu'ils supplantent l'aide publique au développement qui est accordée bien sûr par les puissances étrangères. D'accord? Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à retenir ici. Donc, si on revient sur tout ce qu'on a dit, parce que là c'est tout ce que je viens de dire, je l'ai posé très rapidement. Ils ont écrit en disant que, parce que là c'est l'Afrique de l'Ouest, voilà. La région a les revenus moyens par habitant les plus bas au monde. La question de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. Donc ça, je pose un tableau, un cahier de stock de tous les facteurs qui jouent dans la migration. Donc là, vous l'avez vu sur le reportage la fois dernière. On parlait de la malgouvernance, d'accord? On parlait du pillage des ressources, on parlait même des mariages précoces. Donc tous ces facteurs-là, que ce soit des facteurs sociaux, que ce soit des facteurs économiques, que ce soit des facteurs politiques, que ce soit des facteurs environnementaux, jouent des rôles clés, sont des déterminants clés de la migration intra-africaine, d'accord? Mais aussi de la migration en Europe, d'accord? Les facteurs structurels, avec des économies africaines incapables d'assurer une autosuffisance alimentaire, à l'instar quand même, on a vu le PIB de là, à l'instar de quel pays? De la Côte d'Ivoire. Mais bon, la Côte d'Ivoire, c'est relatif quand même. Donc, je ne suis pas en accord avec ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent, ce n'est pas que le concept d'ivoirité qui a foutu le bordel. Pardon, excusez-moi. Donc, ce n'est pas seulement le concept d'ivoirité qui a amené, qui a pollué, on va dire, le débat. Ça va au-delà. Il y a également les conflits, on l'avait dit, interreligieux aussi, en Côte d'Ivoire, entre les chrétiens et les musulmans. D'accord? En dehors également de l'ivoirité qui a eu un problème important, surtout avec Henri Konan-Bédié. Donc il y a tous ces soucis-là qui se sont rajoutés au contexte ivoirien. C'est pour cela que, même si on dit que le PIB de la Côte d'Ivoire fait partie des PIB les plus élevés en Afrique, ça c'est vrai, surtout à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, mais le pays reste quand même plus ou moins réduit du fait des conflits internes qui y surgissent, mais également de la xénophobie, même aussi du contexte administratif, parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'avoir la carte de séjour. Parce que la Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays à élaborer la carte de séjour au sein de la fédération. D'accord? Donc c'est difficile d'avoir une carte de séjour, une carte qui va vous permettre de travailler en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui c'est difficile. D'accord? Donc il y a également les facteurs structurels. Donc structurels qui c'est les économies, d'accord, africaines qui sont incapables d'assurer une autosuffisance alimentaire. Donc on l'a vu dans tous les pays de la sous-région, à l'instar de la Côte d'Ivoire, mais de plus en plus du Sénégal, etc. Le Sénégal commence avec une économie qui commence à
élevé, mais pas trop, d'accord, parce que tout est centré sur Dakar. Il y a les problématiques des économies agricoles. Qui dit économie agricole aussi, dit tous les devoirs que subissent l'agriculture. Donc, le changement climatique également joue de plus en plus, qu'on le veuille ou pas, dans le développement agricole, que ce soit la sécheresse, les inondations. Les variabilités climatiques jouent dans les économies agricoles. Et c'est des économies, moyennement, à 50% d'économies primaires. C'est-à-dire l'essentiel des pays ouest-africains ont des économies basées sur l'agriculture, moyennement à 50%. D'accord? Ce qui pose tous les problèmes des intempéries, mais également le problème même du développement agricole en lui-même, dû à la monoculture, mais le non-développement également de l'agrobusiness. Aujourd'hui, l'agrobusiness n'est pas développé à l'échelle ouest-africaine, ce qui cause également des problèmes d'insécurité alimentaire, etc. D'accord? L'absence ou la non-dynamisation du tissu industriel, parce que tout ça, ça rejoint le facteur économique. Parce que le tissu industriel n'est pas dynamique dans nos pays. L'Afrique, aujourd'hui, en termes d'industrialisation, on est à peu près à 16%. Ce qui est aberrant par rapport à des économies développées, on atteint quand même les 90% d'industrialisation. D'accord? Et qui dit industrialisation, on parle du secteur secondaire là. Mais imaginez le secteur tertiaire, on n'en parle pas. Et le secteur quaternaire, tout ce qui est aéronautique, tout ça, robotique, nous, on est vraiment à la rade. D'accord? Voilà. Les économies tertiaires qui sont extraverties, appropriation. Les économies tertiaires, ce que je disais dans le tertiaire, parce que nous, on fait absolument pas beaucoup de choses, d'accord, dans le domaine de l'information et de la communication, mais on s'accommode. D'accord? Ils créent le bande passante, ils nous le vendent. D'accord? Ils créent aussi leur société qui s'implante en succursale. Vous le voyez avec Orange, qui est installé dans plusieurs pays ouest-africains. Vous le voyez également avec Free, etc., dans beaucoup de pays. Donc, c'est des structures qui ne sont pas africaines, d'accord, qui viennent d'économies extraverties. Vous voyez, donc, ce qui pose le problème également de la gestion des données. En France, on a la loi RGPD. RGPD, c'est une loi qui protège les données des actifs, d'accord, mais en Afrique, on ne sait pas où est-ce que va nos données. Attention, on ne sait pas. Là, on nous impose WhatsApp, tout le monde utilise WhatsApp, mais personne ne se pose la question. Qu'est-ce qu'ils font de nos données, de nos photos? D'accord? Des données qui circulent des groupes WhatsApp où on dit tout et n'importe quoi. Où vont nos données? Donc, c'est des questions centrales qu'il faut se poser. Tout ça pour dire que c'est des économies tertiaires qui sont extraverties. On s'approprie ce qui a été déjà créé et en même temps, ça nous retourne dessus en termes de non-protection de nos données, en termes également d'économie extravertie, en termes également de dépendance. Aujourd'hui, par exemple, si Orange se lève un beau jour et dit que j'ai augmenté les prix, où est-ce qu'on va aller? Ou bien se dit que du jour au lendemain, Orange a claqué la porte, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez? Donc il y a tous ces problèmes-là qui font que, sur le plan économique, l'Afrique est vraiment en retard. Ça, ce n'est pas des choses que je vous apprends. D'accord? Bien que, qu'on le veuille ou pas, que ce soit le Ghana, que ce soit le Kenya, que ce soit l'Afrique du Sud, ils commencent vraiment à s'implanter dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça, il faut le dire. Ensuite, là, je vous donne un tableau que je vais partager avec vos camarades. Il faut que je vous le tout à l'heure, pour que je fasse le point. Donc, on a une carte du PIB par habitant. Donc là, très rapidement, vous voyez sur la... Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Oui, donc c'est le PIB par habitant. Là, sur la première carte, ça nous montre la fragilité des États. Plus c'est rouge, plus c'est fragile. Donc vous voyez que l'essentiel de la fragilité se trouve à l'échelle du continent africain. D'accord? Ensuite, il nous parle de la vulnérabilité du climat. Donc tous les indicateurs sont au rouge. Vous voyez? Ou au orangé foncé. Au gris foncé. Donc vulnérabilité du climat, vous voyez, c'est au sein de l'Afrique qu'on a le plus des indices de vulnérabilité qui avoisinent les 5% à l'échelle de Richter. D'accord? Et là, c'est pareil. D'accord? Le PIB par habitant, vous voyez, c'est en rouge. On a les PIB les plus faibles, jusqu'à $795, vraiment le minimum qu'on retrouve dans les pays
d'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique de l'Ouest regroupe les pays les moins avancés de l'Afrique. D'accord? L'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas l'Afrique de l'Est. À l'Afrique de l'Est, on a quelques pays, le Somalie, les Autos, on a l'Érythrée, pour pas les plus de migrants, mais on a également les pays plus ou moins. Les pays maghrébins décollent, ça c'est sûr, que ce soit l'Algérie ou le Maroc. Le Maroc essaie de se positionner dans la gouvernance économique, parce qu'aujourd'hui, ce qui m'a surpris, aujourd'hui, si vous allez en Mauritanie, vous avez la possibilité d'avoir des fruits venant du Maroc. Ce qui n'était pas avant ça des fruits, des produits liés à la consommation. Il y a beaucoup de produits du lait, etc. Et ça commence à descendre dans notre pays. Ça passe par Rosso-Béthio, etc. Donc, toutes ces communes-là aujourd'hui, tout le département, que ce soit le département de Dagana, que ce soit au Fouron, on voit de plus en plus des pays, des produits qui viennent du Maroc. Ce qui n'existait pas avant. Moi, je me rappelle avant à Dagana, on n'avait pas beaucoup de produits venant vraiment du Maroc. Mais aujourd'hui, on a des fruits, des légumes qui nous viennent du Maroc, etc. Donc, vous voyez, donc, toute cette région du Nord, aujourd'hui, commence à bénéficier de cette gouvernance économique qui est imposée de plus en plus par le Maroc et qui est permise vraiment par la CEDEAO. D'accord? Et l'Union africaine. Ensuite, donc ça c'est le PIB, on a les PIB les plus faibles, on a la fragilité des États. Qui dit fragilité des États, surtout en termes de conflit. Regardez l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, le Sénégal est épargné, mais que ce soit le Mali, toutes les zones, toute la région du Sahel, le Sud-Soudan, vous voyez, le Tchad, le Burkina Faso, etc., que ce soit le Nigeria, tous ces pays-là, aujourd'hui, connaissent des conflits, que ce soit interethniques ou bien des conflits raciaux, des conflits liés aussi à la religion, etc., des coups d'État, tout ça. Donc, tout ça, c'est rangé dans la fragilité de l'État. Donc, cette carte-là, elle est importante parce qu'elle nous montre que tous les indicateurs sont au rouge. Et tout ça aussi joue dans la migration internationale aujourd'hui. On le veut ou pas, dans la migration internationale, que ce soit à l'échelle de l'Afrique, on l'a vu, c'est la plus importante, mais également à l'échelle de hors d'Afrique. D'accord? La vulnérabilité du climat. Et ça, c'est un facteur aussi de plus en plus important, parce que le changement climatique, avant, c'était, on parlait d'un terme galvaudé, que ce n'était pas une réalité, etc. Le changement climatique n'existait pas. D'accord? Que c'était on va dire, un paradigme qui a été inventé par les institutions internationales pour essayer de capter les fonds. Mais maintenant, on se rend compte que de plus en plus, c'est une réalité. Même en Europe, avant, on avait 4 saisons qui étaient vraiment fixes. On avait l'hiver, l'automne, le printemps et l'automne. Et l'hiver, l'automne, le printemps. D'accord? Et l'été, on avait les 4 saisons qui étaient très présentes. Mais maintenant, on a l'été et l'hiver. D'accord? Parce que l'automne et le printemps passent tellement vite qu'on ne se rend même pas compte. Parce que ça, c'est des effets du changement climatique. Maintenant, pour avoir, par exemple, de la neige, il faut attendre tous les 5 ans. Alors qu'avant, l'hiver, ça neigeait énormément. Mais là, il faut attendre vraiment 5 ans. Par exemple, moi, je me souviens, il y avait neigé en 2010, 2017. Et depuis lors, pour avoir de la neige dans le sud de la France, c'est difficile. On peut avoir des flocons de neige, mais maintenant, avec le réchauffement. Tout ça pour dire que c'est des choses qui jouent, que ce soit au Sénégal également. Vous voyez comment la saison des pluies est décalée. La saison des pluies, elle est décalée. Donc, on a même parfois, pour avoir la saison sèche, c'est compliqué. D'accord? Même pour avoir la brise qui s'est lissée au mois de décembre, janvier à Dakar, maintenant, c'est compliqué de l'avoir. Parfois, on a des températures qui s'installent sur la durée. Donc, tout ça, c'est des effets du changement climatique qu'on le veut pas. D'accord? Donc, si on revient à notre carte, ça nous montre la vulnérabilité du climat. Regardez en rouge dans les régions du Sahel. Après, au Moyen-Orient, on en a en Afrique, vraiment. Mais l'essentiel des pays du Sahel sont frappés par la vulnérabilité climatique. Tous les enjeux désertiques, le désert du Sahel, du Sahara, tout ça joue dans ça. Mais également, ça joue également sur les effets sur l'agriculture et sur la sécurité alimentaire. D'accord? Donc, cette carte-là, elle est révélatrice des enjeux liés vraiment à la migration. Tout ça, c'est des déterminants de la migration, que ce soit le facteur économique, que ce soit le facteur politique, fragilité de l'État, que ce soit également le facteur économique quand on parle également d'économie, je vous ai parlé d'économie extravertie, d'économie agricole, d'insécurité alimentaire,
Mais également, un facteur qu'on néglige, c'est le taux de fécondité. La démographie africaine, elle pose problème. Je vous ai parlé du Niger, la fois dernière. Vous oubliez, qu'est-ce que j'ai dit du Niger? D'abord, on avait parlé de combien d'enfants par femme. Vous voyez, donc ça, c'est des données quand même de l'agence des statistiques du Niger. Nous, on a des collaborateurs de l'autre côté qui travaillent sur la migration. Aujourd'hui, peut-être les gens de master vont avoir l'occasion d'assister au cours de collègue Aruna Mikaela qui vient au Niger. Mais Aruna a travaillé sur la migration au Niger. Mais dans ses écrits, si vous voyez ses écrits, elle parle souvent que le facteur démographique quand même joue. Parce que c'est un facteur, les gens ont un PIB sous-développé. Vous avez plus de 10 enfants. D'accord? Vous êtes dans un contexte désertique. Vous voyez tous les facteurs qui jouent, qui font que maintenant c'est difficile d'entretenir une famille d'une dizaine de personnes. Parce que les revenus n'y sont pas. En plus des variabilités climatiques, vous voyez ce que ça fait. Donc, quand on parle, j'insiste sur le changement climatique parce que c'est un facteur déterminant des migrations en Afrique, d'accord, intra-africaine. Les catastrophes naturelles aujourd'hui concernent 10 à 110 millions de personnes, d'accord, qui pourraient être dans les projections de l'OIM en 2050, qui pourraient être concernées par les catastrophes naturelles. Donc, le changement climatique dont je vous parlais tout à l'heure a entraîné une réduction de 34% de la croissance de la productivité agricole. En Afrique de manière générale, subsaharienne, depuis 1961, ce qui a contribué à une insécurité alimentaire. Ça, je l'ai écrit en gras, parce que c'est des choses que vous devez retenir en tête. D'accord? Parce que moi, c'est des choses qui m'intéressent. Le changement climatique, d'accord, serait à l'origine de près de 10% de l'ensemble des migrations transfrontalières en Afrique. Donc, qui dit changement climatique dit en lien avec les inondations, les sécheresses, les tempêtes, etc. Donc, l'Afrique australe aujourd'hui, quand on parle d'Afrique australe, donc vous voyez l'Afrique du Sud, d'accord? C'est pas que l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, l'Ouganda, Mozambique, d'accord? L'Afrique australe devrait connaître la plus forte augmentation de la mobilité transfrontalière en Afrique, avec entre 200 000 et 800 000 d'ici 2050. Donc tout ça pour dire qu'en dehors du Sahel, parce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est le Sahel qui prend le record, mais d'ici 2050, ce sera l'Afrique australe aussi qui connaît le taux on va dire, le moins de variabilité climatique, où tombe la majeure partie des pluies en Afrique. C'est une région vraiment verte. Si vous allez à Freetown, si vous allez à Johannesburg ou bien en Afrique du Sud, vous verrez que c'est un pays vraiment vert. Mais imaginez qu'on vous parle que d'ici 2050, c'est le pays qui va connaître le plus de déplacés de mobilité transfrontalière, tout simplement liés à des facteurs climatiques. Donc ça pose problème. Déplacement annuel dû aux catastrophes naturelles, là c'est une carte. Donc là vous voyez, en 2012, 2013, 2012 on a une augmentation, d'accord, liée à des épisodes de pluie, d'inondation, de tempête à l'échelle africaine, mais également surtout au niveau de l'Érythrée du Somalie. Ensuite, en 2014 c'était moins, 2020 ça recommence, 2021 et 2022, imaginez. 2022, on a le record de personnes déplacées à l'intérieur du pays liées à des catastrophes naturelles. D'accord? À l'échelle de l'Afrique. Donc ça, c'est des cartes que je vais vous donner ici ce soir. Le temps que je fasse le point. Je passe très rapidement. Donc, une croissance démographique plus importante que toute la planète. Là, j'ai posé la question en disant que... Vous prenez les photos. Je vais vous attraper. Ensuite, vous me reproduisez les mêmes phrases, vous allez voir. Une croissance démographique, au lieu d'écouter, vous prenez les photos. Une croissance démographique plus importante que toute autre région de la planète. Donc, écoutez, donc selon les estimations, donc ça, tout ça pour dire, en fait, quand on dit que là, je l'ai dit sur les cartes, vous les aurez sur les cartes là, sur le PIB, etc.
C'est pour dire que l'Afrique détient le record de démographie à l'échelle du monde. D'accord, actuellement, en termes de croissance, je ne vais pas dire en termes de nombre de chiffres absolus, mais en termes de rapidité, de croissance, d'accord, d'accélération, d'accord, de doublement, d'accord. Donc la population africaine devrait doubler, parce qu'on a dit de 1,2 milliard à 2,5 milliards. C'est le reportage aussi qu'il a montré, d'accord, d'ici 2050. Et 10 à 12 millions de jeunes Africains rejoignent la population active chaque année. Donc, et là, j'ai parlé également, je reviens sur les déterminants en parlant des régimes politiques autoritaires, on l'a vu, les dictatures, que ce soit au Soudan, que ce soit voilà, les putschs qui existent au Mali, etc., que ce soit au Niger, les coups d'État et les putschs ont restreint les libertés fondamentales, donc source de migration, le pillage des ressources, on l'a vu en Guinée, mais c'est le cas aussi au Mali, au Burkina, d'accord. La malgouvernance sanitaire, parce que les gens, quand je parle de malgouvernance sanitaire, c'est quoi? Aujourd'hui, avec les plateaux techniques, qu'est-ce qu'on peut dire à l'échelle de l'Afrique? Où est-ce qu'on peut se soigner? Au Maroc. Ou encore. Mais c'est vrai en plus, en Tunisie, Sénégal, tout ça, à l'hôpital principal. À l'hôpital Fann. Ou bien au CTO. Hein? Tout ça, à l'hôpital Issa. À Diamniadio. À Dalal Jamm. À Dalal Jamm. Non, en fait, là, je parle à l'échelle. Donc, sur le cas du Sénégal, vous savez, il y a des interventions sensibles qu'on ne peut pas faire à l'échelle de l'Afrique, tout simplement parce qu'on n'a pas de plateau technique. On a quand même de bons médecins, parce que l'essentiel, parce que ça fait partie également de la migration ouest-africaine au Sénégal. Il y a eu beaucoup d'étudiants, beaucoup de Marocains qui ont été formés à l'université, hein, dans nos facultés de médecine, ça, il faut le dire. On a eu des meilleures facultés de médecine à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Ça, il faut le dire, à l'université Cheikh Anta Diop. Il y a beaucoup de gens, surtout de Marocains, de Libanais, qui se sont formés dans nos universités. Mais le problème, ce n'est pas la formation, c'est l'infrastructure qu'il nous faut. On n'a pas parfois les infrastructures nécessaires pour mener à bien des opérations assez pointues, par exemple, qui concernent aujourd'hui la chimio, malgré qu'on a, par exemple, le centre, je ne sais pas si vous connaissez, pour la Corniche, il y a le centre international pour le traitement du cancer. Voilà, cancérologie qui se trouve près des mamelles, de la phare des mamelles, là-bas de l'autre côté. Il y a un grand centre qui a été inauguré par le professeur Kassé, qui est l'un des grands chimistes à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, hein, professeur Kassé. Donc on a des gens de renom, d'accord? On a des professeurs vraiment qualifiés dans le domaine. Mais le problème, le souci, c'est les infrastructures sanitaires pour accompagner. On a aussi la migration liée à des raisons sanitaires qui se développent aussi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils ont de l'argent, un peu de pécule, ils préfèrent aller migrer, rester des années, des mois pour se faire soigner. Moi, je connaissais une dame en Parlement, elle avait le cancer du sein. Donc, le cancer du sein, elle ne pouvait pas le traiter ici au Sénégal, c'est impossible. Donc, en plus, le cancer aujourd'hui fait des ravages à l'échelle du Sénégal. On n'a pas de chiffres. Mais on le voit aujourd'hui sur la scène publique, on va dire, mais même si c'est médiatisé, mais on le voit. Donc on n'a pas aujourd'hui des moyens pour traiter ça. Et ça aussi, c'est source de migration, même s'il y a un soubassement sanitaire. Il y a beaucoup de gens, pour des raisons médicales aujourd'hui, qui quittent l'Afrique pour essayer, surtout quand ils ont des moyens. Voilà, parce que qui dit santé également dit moyens. D'accord? Donc la gouvernance aujourd'hui sanitaire, d'accord, cause problème. La gouvernance également de l'éducation. Dans nos universités, parce qu'on a aujourd'hui une ruée vers l'Europe de nos étudiants, parfois qui sont formés jusqu'en master, qui vont terminer leurs études au Canada, aux États-Unis, en France, etc. Au lieu de revenir, ils ne reviennent pas. Ils restent là-bas, tout simplement parce que les écarts de salaire sont énormes. Bien que de plus en plus l'université Cheikh Anta Diop, qu'on ne le veuille pas, hein, si vous n'êtes pas au courant, a fait beaucoup d'efforts sur la revalorisation des salaires. D'accord? A fait beaucoup d'efforts. Nous sommes les mieux payés par rapport à la sous-région, aujourd'hui, à l'université Cheikh Anta Diop. Donc ça aussi, il faut le dire, en termes d'éducation.
Va demander je m'arrête là. Va demander au doyen. Donc, on revient à titre informatif parce qu'on ne sait pas. Même les enseignants aujourd'hui sont mieux payés que les enseignants-chercheurs de l'université. Ils sont mieux payés que les enseignants-chercheurs du Maroc. Ça, c'est une information que je vous donne. Donc, tout ça pour dire qu'à l'échelle de l'Afrique, il y a des différenciations qui font que nous sommes aussi, écoutez, ça, c'est pas, je ne vous le donne pas pour qu'on joue, mais ça aussi, c'est pour que vous compreniez pourquoi également les gens de la sous-région viennent aussi migrer au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, même dans le champ du recrutement, là, je l'avais dit, je pense, au deuxième cours, en disant qu'aujourd'hui, le recrutement à l'université Cheikh Anta Diop, c'est ouvert. C'est ouvert à toute la sous-région. Aujourd'hui, sans condition de nationalité. On peut compétir aujourd'hui dans un poste ici, à l'université Cheikh Anta Diop, sans condition de nationalité. Donc, c'est ouvert à toute la sous-région. C'est pour cela, de plus en plus, vous voyez des gens issus d'autres régions qui deviennent vos professeurs. Tout simplement parce que le recrutement à l'échelle du Sénégal est ouvert à toute la sous-région. D'accord, c'est une convention qui a été signée depuis et qui a été confirmée en 2007. Moi, par exemple, j'étais en compétition avec un Togolais. Voilà. Je ne dirais pas que ce n'est pas normal, mais c'est une politique que le Sénégal a jugé nécessaire de faire. Parce que tout simplement, parce que peut-être ils n'avaient pas la matière nécessaire aussi pour voilà. On a des collègues brésiliens aujourd'hui à l'université, au département de portugais. On a des collègues libanais, on a des collègues, voilà. Donc il y a beaucoup le recrutement aujourd'hui, il est ouvert. Par exemple, tout le monde peut compétir. Si tu es aussi dans notre pays, tu peux venir compétir. Moi, j'ai un collègue, Frédéric Lobo, qui est à l'université UGB, qui est en français, qui a été à la France, qui est venu compétir pour un poste à l'UGB. Enfin, c'est une information, mais qui permet de comprendre également la gouvernance de l'éducation, comment ça joue sur les migrations. Les différenciations et les écarts de salaire aussi jouent. Donc tout ça, ça regroupe le facteur économique. D'accord? Les conflits et les guerres, on en a parlé. Exemple, j'ai donné des exemples du Sud-Soudan qui a entraîné 6 millions de déplacés transfrontaliers. Le conflit au Sud-Soudan, en République démocratique du Congo, qui n'est pas encore fini, c'est des conflits en cours. En République centrafricaine, avec tout ce qui s'est passé avec l'ingérence de la France entre les catholiques et les musulmans, d'accord? En Somalie, d'accord, la guerre civile, donc qui s'est traduit par des déplacés internes, mais également par des déplacements transfrontaliers. Donc je passe très rapidement. Donc tout ça, on l'a procédé. Je reviens pour tout ça pour vous détailler vraiment les déterminants à l'appui du reportage. Donc là, je pense que pour l'Afrique, on n'a pas parlé de ça. Un autre point important, on va y arriver. La migration est une ressource pour les Africains. Ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que vous croyez que la migration, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que c'est ce que vous avez dit, donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la migration constitue une ressource pour l'Afrique? Est-ce qu'on peut le dire concrètement? Oui. Pourquoi? Il contribue au développement économique des migrants. Comment? En envoyant de l'argent. Oui. En investissant. Oui. Qui dit mieux? L'exemple des joueurs. C'est des migrants. Hein? Les Sadio Mané. C'est vrai en plus. C'est vrai. Sadio Mané, c'est une migration de quoi? Qualifié. C'est qualifié. Privilégié. Donc là, vous allez le voir beaucoup. L'investissement. C'est une migration d'investissement. Migration d'investissement. Économique. Personnel. Moi, je ne fais pas la révision. Je vous laisse réviser. La demande, c'est personnel. Là, je vous laisse réviser.
sinon, l'exemple de Salomane est parlant, hein. En termes d'investissement, oui, c'est l'immigration. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous parlez tellement d'argent, vous? Oui? Pardon? Il contribue? Qui peut transmettre le message? Il constitue un main-d'œuvre pour les pays d'accueil. D'accord, main-d'œuvre. D'accord, une main-d'œuvre pour les pays d'accueil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qui dit mieux? Le savoir-faire, oui. Main-d'œuvre, savoir-faire, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi des migrants? Transfert de technologie. Vous avez oublié quand même un volet important. L'apport politique. La diaspora a joué un rôle important dans tout ce qui s'est passé au Sénégal, quand même, en termes de levée de fonds, en termes d'implication politique, en termes de mobilisation. Parce que quand le Sénégal n'avait pas accès à Internet, la diaspora a pris le relais en termes de vulgarisation des mouvements, de tout ce qui se passe, de la réalité sociopolitique du pays. Donc, juste pour dire que l'apport de la diaspora, quand on parle de diaspora, parce que c'est un concept quand même assez compliqué, donc voilà, mais on parle de diaspora vraiment quand c'est une communauté qui se constitue de l'autre côté, d'accord, qui appartient à une nation et qui se revendique du plus de communes. D'accord, c'est ça qu'on appelle une diaspora. Mais il y a beaucoup de connotations depuis la diaspora juive, arménienne, etc. Ça, c'est un peu compliqué, un peu loin. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de diaspora, c'est une communauté, d'accord, qui se regroupe, qui se sent appartenir, d'accord, à une terre, d'accord, qui se revendique aussi une certaine sénégalité, hein, parce que quand on parle de diaspora sénégalaise, c'est des communautés qui se revendiquent une sénégalité, d'accord. Quand on parle de ça, c'est juste pour dire que c'est une identité sénégalaise, une appartenance, c'est une citoyenneté qui se revendique. Le droit également de prendre part aux affaires de la cité. Quand on parle de cité, c'est le Sénégal, de la politique sénégalaise. D'accord. Donc dans ce siège-là, c'est des gens qui participent dans le volet économique, on l'a vu, d'accord, à travers les investissements. Aujourd'hui, si vous allez dans la région de Louga, d'accord, qui est un des fiefs de départ également de toute une migration économique, vers l'Espagne, vers la France d'abord, avec l'histoire du Mondo et après vers l'Italie et l'Espagne, d'accord. Mais si aussi on prend dans la vallée du fleuve Sénégal, on l'a vu, d'accord, c'est les premiers qui sont partis, mais en termes d'investissement également dans les écoles, la construction d'écoles, de mosquées, etc., ils ont participé à une revalorisation des sociétés d'origine. Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que seulement le volet économique, il y a également le savoir-faire, le transfert de savoir-faire. D'accord. Les migrants aujourd'hui qui ont contribué, surtout les migrants de retour. Par exemple, moi j'étais migrante de retour, d'accord. D'autres aussi ont été des migrants de retour. On participe aujourd'hui à la formation des étudiants, etc. Je donne un exemple, c'est pas un exemple à moi, mais juste pour dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont appris de l'autre côté, qui viennent transférer le savoir-faire. On l'a vu avec le reportage sur les retournés. Le monsieur qui est venu s'installer, qui a fait de la robotique, etc. D'accord. Il y a également la dame qui joue un rôle important, un rôle d'influence et de plaidoyer. D'accord. Ce n'est pas que le volet économique, et j'insiste là-dessus. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur l'immigration et le développement et on va dire, qui s'appuient sur l'aspect économique de la chose. Alors que ça ne se limite pas à l'aspect économique seulement. Parce qu'on voit même le volet économique. Par exemple, si les migrants envoient de l'argent, parfois ça ne se voit pas sur le paysage, on va dire, le paysage urbain. D'accord. Ça se voit beaucoup plus dans les familles, en termes d'amélioration des conditions de vie de la famille, etc. Ils peuvent contribuer vraiment à la construction de la maison, mais pas d'aménagement vraiment de la cité. D'accord. Après, ils peuvent être des bailleurs immobiliers. Ça, on l'a vu. Il y a beaucoup qui s'investissent dans l'immobilier aujourd'hui, à travers la construction de programmes immobiliers, etc. Il y a également ceux qui s'investissent, d'accord, avec l'établissement d'Embaka et de Cap, d'accord. Donc lui, il était aux États-Unis, donc il a beaucoup investi, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup investi aujourd'hui dans tous les EDK que vous voyez, les établissements d'Embaka. C'est lui
Il a beaucoup investi. Donc là, c'est le facteur investissement, le facteur business qui s'agit. Ce n'est pas que lui. C'est lui qu'on voit parce que c'est le DK, etc., c'est de l'hôpital. Mais il y a d'autres aussi qui ont investi dans d'autres secteurs. Mais il y a également ceux qui ont participé à des franchises. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez Carrefour et Desmarques. Ce n'est pas seulement les Européens. Il y a des investissements également des migrants. Par exemple, un migrant aujourd'hui peut acheter des actions à Auchan ou bien à Carrefour, à Damas, pour pouvoir participer en termes de franchise. Il y en a de plus en plus. On le voit également dans l'aspect bancaire. D'accord? Il y a des banques, la Banque nationale de développement également, c'est une banque qui a beaucoup d'actionnaires issus des migrants aujourd'hui. On le voit également dans l'aspect politique. Je vous ai donné l'exemple de notre alternance qui a eu lieu, mais pas que. Aujourd'hui, la diaspora, on a de véritables formations politiques qui influencent les formations qui sont ici. D'accord? En termes de formation des militants, en termes de beaucoup de choses, de levée de fonds, d'accord? De ce qu'on appelle le fundraising. D'accord? Il y a beaucoup d'aspects aujourd'hui qui se jouent. En forme également de construction d'organisation, de mise en place d'organisation. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui de migrants qui jouent un rôle fabuleux dans les communautés d'origine. Que ce soit dans l'achat, par exemple, de terrain, aujourd'hui la construction de terrain, mais pas que dans les investissements également dans l'agrobusiness. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez Torian. Il y en a qui le connaissent. Donc, c'est vraiment lui qu'on voit le devant de la scène. Il n'y a pas que Torian. Torian, il était en France, après il est parti aux États-Unis, après il est venu au Sénégal investir dans d'autres zones. On le connaît, d'accord? À Saint-Louis. Donc, il a ouvert un grand, ce qu'il appelle un farm, c'est-à-dire une ferme où il forme beaucoup de jeunes aujourd'hui, d'accord? Beaucoup de jeunes venant de toutes les régions culturelles et géographiques de l'Afrique de l'Ouest, d'accord? Donc, ils viennent se former à Dakar, qui repartent avec un savoir-faire dans le domaine agricole, d'accord? Mais ce n'est pas que lui. Moi, j'en connais par exemple qui ont investi dans l'aviculture, dans la pisciculture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de poissons qu'on voit également sur le marché. C'est issu de cette pisciculture-là. D'accord? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui reviennent, qui s'investissent dans le domaine économique, mais dans des secteurs particuliers. Il y a également ceux qui s'investissent dans l'industrie. L'industrialisation du Sénégal, aujourd'hui, il y a une forte mainmise je ne dirais pas de la diaspora, mais des migrants sénégalais, d'accord, qui viennent s'investir, qui viennent apporter leur savoir-faire. Aujourd'hui aussi, l'auto-entrepreneuriat se développe. Par exemple, il y a tous les gens que vous voyez qui ouvrent des écoles aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ouvrent des écoles de commerce, ouvrent des écoles aussi de formation, même des écoles de formation en cuisine, etc., en couture. Tout ça, on ne le voit pas, mais il y a l'investissement de la diaspora non accompagné par l'État. Il y a des migrants qui ont été accompagnés par l'État pendant longtemps via ce qu'on appelle le fonds FAISE, c'est le fonds d'aide au retour qui a été initié par l'État, d'accord? Donc qui a aidé, qui sous fonds d'investissement aide les migrants, on leur donne par exemple 5 millions, 10 millions, ils viennent investir et c'est l'État qui les accompagne, après qui les finance à hauteur de 10 millions, 15 millions, ça dépend du projet, et après, au fur et à mesure, ils remboursent. Donc c'est un fonds de dotation de l'État qui a été mis en place pour faciliter le retour des migrants. Mais aujourd'hui, avec tous les problèmes qui s'y posent, je ne sais pas si le FAISE a fait les effets escomptés qu'on voulait. C'est un débat, d'accord? Donc, en dehors de ça également, ce qu'on peut noter, c'est aussi, on parle d'investissement, on parle d'accompagnement, on parle d'entrepreneuriat, on a parlé de l'aspect, mais il y a également l'aspect social. D'accord? Qui dit aspect social, qu'est-ce qu'on peut dire de l'aspect social? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'aspect social? De l'apport des migrants. Est-ce que vous avez une idée? En termes sociaux, les migrants, ils font quoi? Est-ce qu'il y a un changement de mentalité dû à l'influence des migrants? Est-ce que vous le sentez, vous? Parce que parfois, dans chaque famille, il y a peut-être un migrant, d'accord, de plus en plus, comme l'essentiel de la population sénégalaise est partie. Je ne dirais pas ça, mais je dis que, par exemple, dans 2 maisons sur une, du moins, il y a quelqu'un qui est parti, surtout à Dakar.
Maintenant, en termes d'impact social, c'est sûr qu'il y a un impact social, qu'on le veuille ou pas, dans les manières de faire, qu'on le veuille ou pas, dans la façon de procéder. Même en termes d'organisation, en termes d'agencement, en termes également de relations interpersonnelles. Il y a de ça qu'on ne veuille ou pas dans les familles. D'accord? Les migrants aujourd'hui apportent vraiment ce qu'ils ont appris de l'autre côté. Par exemple, en termes d'aménagement, en termes de gestion du personnel. Même si vous voyez un commerce qui est tenu par un migrant, qui a appris beaucoup de l'autre côté, ce sera différent en termes de formation du personnel de quelqu'un. Je caricature pas, mais on voit bien qu'il y a ce souci de formation du personnel, d'accueil. Parce que là, vous entrez par exemple dans un restaurant, on ne vous accueille pas bien, vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose de mal à l'autre, mais de l'autre côté, par exemple, quand vous venez dans un restaurant, vous êtes bien accueillis. En fait, ça, c'est pas pour caricaturer, mais c'est juste des formations. Il faut former le personnel. Donc là, j'entre juste dans les détails pour vous parler du savoir-faire social aussi qui est transmis. Même si le Sénégal reste un pays de valeur, on ne le veut pas, mais il y a des choses